La beauté, ce n'est pas se transformer, c'est se révéler. Je suis Abigail Agnado et pendant longtemps, j'ai douté de moi. Je cherchais ma place, ma voix, mon reflet. Et puis j'ai découvert le pouvoir de la beauté. Pas celle des magazines, mais celle qui révèle qui l'on est profondément, vraiment. À travers mon métier de maquilleuse et coiffeuse, j'ai appris à me voir autrement et surtout à voir les autres autrement. Aujourd'hui, avec Sublimez-vous, j'ai envie qu'on avance ensemble sur ce chemin, celui de la confiance, de l'acceptation, de la lumière. Je vous invite à découvrir avec moi les parcours de celles et ceux qui m'inspirent, des créateurs, des artistes, des êtres humains puissants et sensibles qui ont tous un jour décidé de se sublimer. Dans ce 8e épisode de Sublimez-vous, je reçois Guila Carla-Kessous. Elle est coach en leadership, spécialisée en prise de parole, mais pas que. Metteuse en scène, directrice artistique. Elle a même travaillé avec un détecteur de mensonges pour analyser les émotions. C'est une femme au parcours exceptionnel qui accompagne aujourd'hui des leaders, des artistes, des dirigeants. Et dans cet épisode, elle va nous partager des conseils très concrets pour mieux s'exprimer, prendre confiance et impacter avec sa voix et sa présence. Alors, si cet épisode vous touche, pensez à vous abonner, à partager ou à laisser un petit mot. Ça m'aide énormément et surtout, ça donne encore plus de lumière à ces histoires incroyables. Merci d'être là et bonne écoute. Alors, avant que tu te présentes, parce que c'est en général comme ça qu'on commence une petite émission, moi, je commence toujours par expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent comment nous, on s'est rencontrés. Alors, est-ce que tu t'en rappelles ? Je me rappelle très bien. Raconte-nous. C'était super sympa, en fait. T'es venue vers moi. Ok. Et tu m'avais dit que tu avais apprécié la prestation que j'avais faite. On était dans un cadre de gala, toutes les deux. Et moi, j'étais maîtresse de cérémonie. Exactement. Et en fait, ça a été l'horreur parce que je suis arrivée hyper en retard. Je devais modérer 2 tables rondes. Je suis arrivée tellement en retard que j'ai même pas pu modérer la première. Et donc, bien sûr, je suis arrivée... J'étais en sueur, rien n'allait. Et puis bien entendu, ressort professionnel. Dès que j'ai été en mode travail, j'ai pris sur moi, je suis montée sur scène, un peu d'humour avec le public. Et puis, bam, c'est parti pour la 2e table ronde. Et tu as eu la gentillesse de le souligner. Et tu m'as dit que toi-même, comme tu étais présentatrice de podcast, tu savais ce que ça voulait dire en termes de maîtrise de soi, de confiance en soi. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà comment on s'est rencontrés. Alors, c'est vrai que maintenant, en tout cas, je me force à vraiment dire des compliments quand je les pense, tu vois, je me dis c'est simple, ça vient dans ma tête, pourquoi est-ce que juste je le sortirais pas pour faire plaisir à la personne ? Et c'est vrai que souvent les gens sont limite un petit peu étonnés, tu vois, genre ouais c'est gentil, genre qu'est-ce que t'attends en retour, tu vois ? Et c'est vrai que du coup je suis venue te voir à la fin et je t'ai dit mais quelle prestation ! Déjà quand on arrive en retard à ce genre d'événement, on se fait un petit peu remarquer. Et toi, la force que tu as eue, c'est que tu t'es fait remarquer, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que tu arrivais vraiment en Beyoncé. Alors bon, je te disais, j'ai été voir Beyoncé, donc je vais beaucoup parler de Beyoncé les prochains podcasts. Et tu es vraiment arrivée en Beyoncé pour le coup. Alors la personne d'avant était très douée aussi, mais c'est vrai que vraiment pour le coup, tu as eu une présence et une prestance exceptionnelle. Et effectivement, je suis venue le souligner et tu es venue me raconter qui tu étais et on s'est dit que ce serait super sympa de faire un podcast ensemble. Je me suis dit de la même façon que tu as cette aisance, cette confiance en toi quand tu parles et tu m'expliquais que tu en avais effectivement fait ton métier, je me suis dit que ce serait super sympa que tu m'aides, mais peut-être en live et que tu aides toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent justement à avoir plus confiance en eux par ces petites choses qu'on ne voit pas finalement, mais qui sont super importantes. La gestuelle, la parole, le timbre de voix, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Si tu es prête avec à nous plaisir, on va faire ça. Une petite émission spéciale Sublimez-vous, spéciale coaching, confiance en soi. Je suis trop contente. Alors, déjà, qui es-tu, en fait, en quelques mots, même si ça va être compliqué de faire quelques mots vu ton parcours assez impressionnant. Si tu peux nous expliquer. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Guila Carla-Kessous et moi, je viens du monde du théâtre. Ok. Et tout le monde sait que le théâtre, ça aide vraiment beaucoup pour la confiance en soi. Donc, je recommande toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de faire du théâtre. À la base, même pour les enfants, ça va développer la confiance en soi, la confiance en son corps, le rapport à la parole. C'est vraiment des choses qui sont assez nécessaires. Tu as commencé tout de suite, en fait, après le bac, théâtre ? Ah, mais avant le bac, j'ai commencé à 12 ans. J'étais fascinée par les pièces de théâtre. Ensuite, une fois que j'ai fait le conservatoire, je voulais utiliser ces techniques qu'on m'avait appris pour aider les personnes à bien parler, en particulier des personnes victimes de syndrome post-traumatique, etc. Donc, j'ai fait l'ESSEC pour connaître un petit peu tout ce qui touche à la production culturelle, donc monter ses propres spectacles, avoir des notions de business plan, etc. Et bien sûr, à l'ESSEC, qui est l'école de commerce que vous connaissez sans doute, j'ai tout de suite été dans le groupe théâtre, parce qu'ils ont des groupes théâtre, des groupes de comédie musicale, etc. Et puis, après l'ESSEC,
je suis tombée sur une pièce de théâtre que j'ai lue qui m'a bouleversée, qui s'appelle Le procès de Shamgorod. Okay. Et c'est une pièce dans laquelle Dieu est mis en procès pour ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je me suis dit, waouh, ça c'est puissant, très puissant. Et qui l'a écrite? Elie Wiesel, le fameux prix Nobel de la paix. Donc je lui ai envoyé une lettre, là aussi petite forme de confiance en soi. Ouais, je ne m'attendais pas de retour, mais j'ai tenté, j'ai osé. Et ça va être aussi un principe qu'on va retrouver à chaque fois quand on veut essayer de faire montre d'une idée de confiance en soi, c'est oser. Au pire, c'est non. Ça, tu vois, c'est un truc que je travaille sur moi depuis quelques années. Et c'est très important. Oser. Et donc, j'ai osé lui, le contacter en lui demandant est-ce que je pourrais vous interviewer. J'adorerais savoir comment un survivant de la Shoah, comme vous, a osé écrire une pièce de théâtre sur cette question-là. Et je me suis dit, il ne me répondra jamais, je ne le connaissais pas. Et il m'a répondu. Et il m'a dit que pour lui, le théâtre était très important en termes de relais, de transmission, en termes vraiment de création de témoins. Et il m'a dit que non seulement il acceptait de répondre à mes questions, mais qu'il avait écrit plusieurs pièces de théâtre qu'il mettait dans ses archives et qu'il ouvrait ses archives pour moi si je voulais faire un doctorat avec lui. Incroyable. Donc, je suis partie et j'ai travaillé 7 ans avec lui. Oh. Et ça a été vraiment un grand bonheur. Je travaillais avec, à raison de le voir une fois par semaine. J'ai suivi ses 2 cours à l'université de Boston. Et c'est vrai que ça a été un moment un peu particulier de toute ma carrière, parce que je me suis vraiment à la fois formée à tout ce qui va être la question de la philosophie du mal, le rapport aussi d'une certaine manière à la confiance en soi par rapport à la communication. C'était un communicant génial, Elie Wiesel. Il arrivait à raconter des contes qui étaient des métaphores justement de ce qu'on devait comprendre en tant qu'élève. C'était vraiment très très beau. Et puis donc après le passage de doctorat, j'ai essayé de voir comment est-ce que ce que j'avais pu percevoir au niveau de la Shoah pouvait s'appliquer à d'autres génocides, à d'autres difficultés, on va dire, qui ont pu être ressenties par des personnes qui étaient victimes de syndrome de post-traumatique. Et puis, je suis partie, j'ai rencontré des survivants de violences sexuelles au Congo, j'ai travaillé avec des survivants du génocide du Rwanda, et Harvard Université m'a demandé de venir enseigner un cours sur théâtre et droits humains. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu te fais connaître à chaque fois, enfin on va le voir après, mais finalement par quoi? Parce que comment on arrivait à savoir qui tu étais finalement, et comment ces aussi grosses entités sont venues te chercher à chaque fois? En fait, le travail que je fais, il est assez spécifique, c'est un peu un travail de niche. Ok. Et donc essayer de croiser l'art et les droits humains, la question de la communication avec tout ce qui va toucher l'éthique, surtout lorsque c'est relié au théâtre, c'est vraiment quelque chose qui était tellement spécifique que ça a pu séduire, si tu veux. D'accord. Ça va être pareil pour mon travail de coaching. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, après, ça va être que du bouche à oreille, parce que les gens vont se dire je vais trouver quelque chose de spécifique chez cette personne. Ça demande à avoir vraiment travaillé, je dirais, son ADN de marque. C'est-à-dire savoir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et dans les points forts, qu'est-ce qui pourrait être le mieux au service de l'autre. Incroyable. Oui, parce que tu as toujours été au service de l'autre, visiblement. C'est le but. Et moi, c'est ce que j'aime. Vraiment, bien servir les autres, ça me met en énergie. Ça te remplit. C'est ça. Ça te donne confiance en toi. Et donc, quand j'arrive à Harvard, en parlant de confiance en moi, j'étais heureuse parce que j'avais réussi à faire ce que j'aimais, utiliser le théâtre pour aider les autres à parler. Mais à l'intérieur, c'était compliqué pour moi. J'étais complètement épuisée. Émotionnellement, j'avais entendu tellement de témoignages que j'étais vidée. Quand on entend des gens expliquer comment ils ont perdu leur famille dans des conditions atroces, c'était très compliqué. Puis moi, j'étais pas psy, donc j'avais pas du tout la ceinture de sécurité qu'il faut pour essayer de préserver sa santé mentale. Et donc j'ai pris un cours à l'université d'Harvard qui s'appelle le cours de bonheur, avec un prof génialissime qui s'appelle Tal Ben-Shahar. Donc en bonne française, j'étais très sceptique. Le bonheur à l'américaine, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Et en fait, j'ai découvert la psychologie positive. Et cette psychologie positive, elle va vraiment complètement me transformer, même en termes de confiance en moi. Parce que ça va venir vraiment m'expliquer qu'on peut avoir confiance en soi en tant que soi. Pas parce qu'on est en relation avec les autres, pas parce que les autres, par leur regard ou par le reflet qu'on a dans les yeux de l'autre, nous donnent confiance en nous. Non, c'est vraiment moi, en tant que moi, j'ai une confiance parce que je sais que je vaux quelque chose. Ça, c'était très différent, et la psychologie positive m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a permis de comprendre la valeur intrinsèque que je pouvais avoir. Et ça, c'était très, très puissant, puisqu'en fait, la psychologie positive, c'est basé sur des fondements très scientifiques.
des neurosciences, de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie. Et donc, à la fin du cours, je vais voir Tal Ben-Shahar et je le remercie de tout ce qu'il a pu m'apporter. Je lui explique ce que je fais. Et il me dit, mais mademoiselle, voilà, donner la parole au grand brûlé comme vous le faites, c'est très bien. Ouais. Mais si vous voulez vraiment un changement sociétal, il faut que vous puissiez aller parler là où il y a des décideurs, que vous deveniez coach dans les institutions avec vos techniques théâtrales, dans le secteur public, dans le secteur privé. Et donc, c'est lui qui va me convaincre de devenir coach. Il va te guider, en fait, exactement, sur qu'est-ce que tout ce que tu as fait avant va t'apporter. C'est ça, comme une sorte de magma qui va me permettre ensuite de se servir de terreau pour me réinventer et arriver un peu plus loin de ce que je pouvais même imaginer pour moi. Et donc aujourd'hui, je suis coach. Donc là, aujourd'hui, tu es coach. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'aime bien qu'on se situe un peu chronologiquement. J'avais à peu près 26, 27. Donc tu étais toute jeune. Ouais. Ok, incroyable. Ouais. Et donc du coup, je vais devenir coach avec 3 aires de spécialité, la psychologie positive, bien sûr. Okay. Et puis la négociation avec un autre grand monsieur, William Ury, qui a travaillé à l'ouverture du département négociation à Harvard Université. C'est lui qui a créé la négociation gagnant-gagnant, le fameux win-win negotiation. Okay. C'est un grand monsieur. Et puis, la 3e personne avec laquelle je vais pouvoir découvrir une autre, on va dire, branche très importante du coaching, c'est l'intelligence émotionnelle avec Paul Ekman. Okay. Paul Ekman, qui est donc ce grand détecteur de mensonges. Alors, c'est ce que tu m'as dit. Voilà. En fait, c'est le genre de métier qui m'attire autant qu'il me fait peur. C'est comme, tu sais, tout ce qui est voyance et tout. Je suis hyper attirée de savoir plein de choses. Et dès que j'en sais trop, ça fait peur. Me dis, mince, je ne sais pas si je voulais savoir autant de choses. Mais c'est passionnant. Paul Ekman, c'est passionnant. Avant tout, c'est un spécialiste de l'intelligence émotionnelle. Donc, il va travailler une cartographie du visage pour mieux comprendre comment la personne réagit au niveau facial au travers des émotions. Parce que peut-être que tu le sais, mais on ressent tous les émotions de la même manière. Peu importe nos origines, peu importe vraiment d'où on vient, mais c'est la façon de les montrer qui est différente. Okay. Selon la culture, selon que l'on ose ou pas montrer, on a des cultures extrêmement extraverties, comme la culture américaine, oh my God, d'accord. Et puis on a des cultures extrêmement introverties, comme la culture asiatique, où là, montrer une émotion est un signe de faiblesse, ou alors c'est quelque chose qui ne se fait pas en public. Et donc, lui va cartographier le visage pour montrer, en fait, qu'est-ce qui va être universel au niveau des muscles et des réactions. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir travailler sur la détection de mensonges, puisque dans le cas de détection de mensonges, il y a des muscles inconscients qui vont s'activer. Et il va même donner lieu à une série Netflix qui va lui être dédiée, Lie to Me, dans laquelle le profiler utilise les techniques de Paul Ekman pour savoir si oui ou non le suspect ment. Lie to Me, c'est vraiment... Et donc toi, tu es capable, j'imagine que oui. La question, elle le sait. Tu sais ce que je vais te demander. Tu es capable de savoir quand quelqu'un te ment. Bon, avec les enfants, c'est plus facile. Ah, je croyais que c'est plus compliqué. Non, c'est très non, j'ai pas mignon. Mangé les bonbons. C'est ça, généralement, voilà. Plus c'est petit, plus c'est facile. Un enfant, c'est rarement mentir. En général. Ça dépend à partir de quel âge. À partir de 8 ans, 7-8 ans, il commence à travailler la poker face. Okay. Donc vraiment, on a un visage qui commence à être impassible. Bon, après, au bout d'un moment, ça rigole. Ouais. Mais il faut vraiment insister. Chez les adultes, en fait, on voit 2 choses. Il y a tout un travail au niveau du faciès et il y a un travail aussi au niveau de l'incohérence des propos. Donc, par exemple, dans des séances d'interview ou dans des séances où on va devoir essayer de rentrer dans « qu'est-ce que vous avez fait hier soir ?» etc. On va poser quelquefois les mêmes questions pour voir comment la personne répond de façon différente ou pas. Donc, c'est en fait les petits détails qui vont montrer ce qu'on appelle une incohérence et qui vont aider pour savoir si oui ou non la personne ment. Au niveau du faciès, généralement, on va voir des gestes assez inconscients, mais il faut vraiment voir toutes les méthodes de Paul Ekman. Il va parler de la zone entre les sourcils, qui est une zone très, très sollicitée, qu'on appelle la zone de Darwin, par exemple. Je vais regarder. Il va regarder, du coup. C'est sûr. Non, mais par exemple, moi, mon mari, j'ai de la chance parce que j'arrive à voir quand il me ment. Ouais. Bon, on en rigole, hein. Mais en fait, son nez bouge. Tu vois, genre, quand il me charrie, tu vois, et il a le nez comme ça qui bouge. Et c'est marrant, tu sens qu'il y a un nerf qui se met, parce qu'il sait pas mentir. Bon, heureusement, j'espère que ça va durer toute notre vie. Mais oui, c'est vrai qu'il y a certaines zones du visage qui sont... C'est ça, qui sont vraiment sollicitées de façon complètement inconsciente. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qui va nous permettre de savoir que la personne ment ou pas. On a des rictus qui se font au niveau de la lèvre, au niveau du nez, au niveau aussi de cette partie-là. Parce qu'il faut savoir, en tout cas, que dans un visage, ce qui va donner lieu
comment dire, une certaine brillance. On parlait, tu vois, de la posture, du charisme, etc. C'est un travail d'ouverture du visage, mais c'est pas uniquement le sourire. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir est-ce qu'il faut sourire quand on prend la parole? Alors, est-ce qu'il faut sourire quand on prend la parole? S'il y a que le bas du visage qui sourit, ça fait bizarre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le vrai sourire, c'est une ouverture. Et ça a à voir avec le haut du visage. Le haut du visage, en théâtre, dans la commedia dell'arte, le haut du visage, c'est le masque. Parce qu'en fait, on est vraiment émotionnellement connecté grâce à ça. Donc, c'est uniquement des micro-muscles qu'il faut mettre en tension pour montrer de la tension. Donc, dès qu'on va refermer, vraiment, c'est comme si c'était un interrupteur. Dès qu'on va refermer cette capacité qu'on a d'ouverture, la personne va se dire « Ah ouais, elle n'est pas disponible mentalement. » Il suffit d'ouvrir. Et là, c'est un vrai travail à faire. Mais comme on ne les sollicite pas, ces muscles du visage, la plupart du temps, on ne sait pas très bien ce qu'on fait avec notre visage. Et alors, du coup, on va effrayer les gens ou alors on va avoir l'air plus fatigué simplement parce qu'on n'a pas, on va dire, mis en action le haut du visage. Alors, on peut faire un petit exercice si tu veux. Tu veux qu'on fasse un petit exercice ensemble? On va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice pour essayer de... Mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement lié à la sensibilité. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, totalement full hypersensible. Et en fait, du coup, je ne sais pas... Enfin, ce que tu me dis, peut-être que le fait de faire du théâtre, ce serait une sorte... Tu parlais de ceinture de sécurité, peut-être que ça serait ma ceinture de sécurité pour justement moins montrer mes émotions. Mais par exemple, je pense que ça dépend aussi des gens. C'est-à-dire que moi, ça va se voir tout de suite quand j'aime quelqu'un, quand je suis à l'aise, quand je le suis moins, quand je suis stressée. Et c'est vrai que parfois, c'est assez déroutant. Parce que parfois, tu n'as pas envie de montrer que tu es stressée, que tu n'as pas envie de montrer que tu as peur. Justement, moi, j'aimerais aussi qu'on fasse un exercice pour que tu nous montres comment faire pour avoir juste, peut-être pas une ceinture, mais un lacet de sécurité, parce qu'on n'aura pas le temps de créer la ceinture en quelques minutes. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir comme ça, au niveau de coaching, en me disant, voilà, j'ai un visage trop lisible. Ouais. J'ai un visage où on voit tout, en fait, dès que je suis pas contente. Il y a des gens qui me disent ça, tu vois, en entreprise, ils me disent, quand on est en réunion, c'est terrible, parce que dès que je suis pas contente, je rougis. Les gens voient que je bouge, ils font ah ouais, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, ils me disent tout de suite ah oui d'accord, voilà, un tel elle est pas d'accord. Donc c'est vrai que en même temps c'est quelque chose qui est bien parce que y a une sorte de communication aussi. Alors un petit exercice très simple à faire pour réveiller, on va dire déjà le visage. Alors moi ce que je propose aux gens c'est toujours de mettre leurs deux mains sur les joues. Voilà. Et là, on va descendre le long du visage. Vraiment, alors là, c'est une tête de pas contente, roupie, etc. Métro le matin. Après, on va remonter, hop, vers les tempes. On va lisser le front. Ouais, et là, on n'a pas besoin de sourire. Mais déjà là, on a un visage qui va être... c'est dommage que tu... Ouais, j'espère que tout le monde va pouvoir le dire. On a déjà un visage, en fait, qui va être beaucoup plus ouvert. Mais je le sens. Tu le sens, tu vois ? C'est un peu comme la crème au liposome. Non, mais c'est d'où l'importance de mettre de la crème. Exactement. Mais ça a vraiment cet effet-là, si tu veux, de tenseur au niveau peau. Et en faisant ça, en fait, on réveille ces petits muscles qui, généralement, sont des muscles qui vivent leur vie sans être activés. Et c'est fou ce que ça fait comme différence vis-à-vis de la perception de l'autre. Une personne, encore une fois, ne viendra pas tellement te parler si elle te voit que tu es complètement relâché. Totalement. C'est fou. Mais tu sais que ça reprend pas mal ce que tu dis. Bon, moi, comme tu sais, je suis maquilleuse. Et quand je maquille, alors je le fais pour toutes les clientes, mais en particulier une mariée, où je sais que souvent elle a beaucoup de tension sur son visage, etc., je commence toujours par un massage. C'est ça. Et je pense qu'en fait, finalement, tu vois, sans le savoir, ça rejoint ça ce que rejoint tu dis. à fond. Et tout de suite, déjà, le fait, on en parlait dans le podcast juste avant, le fait de toucher la peau, déjà, ça crée tout de suite une connexion avec la personne. Parce que la peau, c'est quand même très intime. Et en fait, le fait de faire un massage comme ça vers le haut, de caresser le visage, tu vas créer un lien avec ta cliente déjà de 1. Et de 2, elle va avoir une peau beaucoup plus détendue, beaucoup plus ouverte. Et je rejoins ce que tu me dis. C'est ça. Et moi, tu vois, je vais même encore plus loin. C'est-à-dire que quand j'interviens pour de la gestion du stress, je vais utiliser des techniques qu'on appelle les techniques TOP, techniques d'optimisation du potentiel. Okay. Alors, les techniques TOP, elles ont été inventées par un médecin militaire, une femme, qui s'appelle Edith Perrault-Pierre. Okay. Et Edith Perrault-Pierre, en fait, elle a travaillé avec des élites militaires, aviation, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte que même ces gens super gradés, ils avaient des problèmes de stress. C'est-à-dire que quand on leur disait « allez, hop, sur le champ de bataille », tu vois, il y avait toujours un moment où, en fait, c'était très compliqué au niveau gestion émotionnelle. Alors, elle a inventé ces petites techniques qui durent 15 secondes,
à base de visualisation, préparation mentale de la réussite, respiration. Et immédiatement, en fait, ça fait une sorte d'exercice de discipline sur ton corps pour que le stress puisse repartir. Et un des exercices que j'aime beaucoup, alors je l'ai aussi un peu adapté, mais un des exercices, ça va être tout ce qui va être plus énergétique. Et là, plus énergétique, ça va être comment je réveille mon corps avec des micro-massages, avec des tapotements. Alors ça a l'air d'être des choses très simples, mais il faut savoir que quand on travaille dans le post-traumatique, c'est une des premières choses qu'on fait. Par exemple, après un acte de terrorisme, comme ce qui s'était passé au Bataclan, toutes les personnes survivantes, on a dû faire un énorme travail, en fait, où on a dû redonner au corps la sensation d'être encore là. Et on ne peut le faire que grâce à ces micro-massages et à ces moments, en fait, où on se touche soi-même, bien sûr pour réaliser qu'on est en vie, mais aussi pour se donner l'énergie, presque l'amour nécessaire d'eux. Et là, du coup, on est très proche de ce que tu dis. Avant même le soin d'avant du soin, c'est déjà par ou le geste de caresse ou alors le geste de se toucher, se rappeler que on est bien vivant, qu'il y a une acceptation d'un moment de tendresse avec soi pour se donner le courage de continuer, en fait. Et je trouve ça très, très beau. C'est incroyable ce que tu dis. Je suis restée bloquée sur le Bataclan où tu as aidé des... En fait, c'est incroyable. Effectivement, il faut une vraie ceinture de sécurité. Là, c'est une armure pour toi. Ouais. Les exercices de psychologie positive m'ont beaucoup aidé. C'est ça. Beaucoup aidé. Pas évident, Voilà, ce qu'il faut surtout dire, parce que moi, j'ai travaillé après en art-thérapie. Donc, le théâtre qu'on appelle la dramathérapie, c'est le théâtre qui vient aider l'autre à prendre la parole, etc. Et j'ai fait un diplôme universitaire qui est un diplôme Paris-Descartes, donc faculté de médecine, et le centre de l'expression qui est à l'hôpital Sainte-Anne, donc c'est vraiment art et psychiatrie. Ah oui. Et il faut y aller armé. On peut pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui veulent aider, qui veulent. Ça dépend de quel niveau d'aide, parce qu'on peut, à certains moments, on peut pas faire n'importe quoi. Et on sait pas comment aider. C'est ça. Franchement, moi personnellement, tu vois, hier je maquillais et il y a des clients qui me disaient mais je t'aurais bien vu psy. mais moi je pense que je me mets à pleurer plus que la cliente, c'est-à-dire que j'aurais été une très mauvaise psychologue parce que oui, peut-être effectivement qu'il faut une certaine ceinture de sécurité. Moi personnellement, ce que tu fais, je trouve ça admirable, vraiment. Bravo, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent. Non, mais plaisir. Vraiment. Mais disons que moi, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Moi, ce qui me fait tenir, c'est vraiment la moitié du temps, c'est du coaching en entreprise. Donc moi, je suis coach certifié exécutif. Donc ça va être des grandes boîtes internationales, des entreprises industrielles, des entreprises vraiment dans la cosmétique. Des podcasteuses. Des podcasteuses. Donc ça peut être du one-to-one ou des formations, intelligence émotionnelle, négociation, prise de parole en public, communication, etc. Et puis le reste, ça va être l'humanitaire. Et donc là, l'humanitaire, c'est utiliser le théâtre pour pouvoir mieux prendre la parole, surtout pour faire la catharsis de ce qu'ils ont vécu. Donc comment s'exprimer quand tu as vécu un trauma, comment mettre des mots et comment le faire sortir par l'expression. Et puis en 2012, en fait, Elie Wiesel, mon directeur de thèse, m'a présenté à la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui m'a fait rejoindre le pôle ambassadeur de bonne volonté. Et donc aujourd'hui, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix et je suis en charge de la Journée internationale des droits des femmes. D'ailleurs, j'invite tout le monde, si vous êtes disponible, à venir. Chaque année, c'est un grand événement gratuit que j'ai créé qui s'appelle Feminavox. Vous trouverez tout sur Internet, c'est Feminavox. Je mettrai les informations. Et puis, la Journée mondiale de l'art aussi que je fais, c'est les 15 avril. Et ça, c'est UNESCO et Organisation mondiale de la santé, pour montrer comment l'art guérit. Incroyable. Et le maquillage en fait partie. Mais oui, mais totalement. Mais bien sûr. Totalement. Et ça, tu le sais bien, combien, lorsque tout d'un coup, tu vas mettre le maquillage, tu crées quelque chose en termes de confiance en soi et en termes de résilience, en fait, surtout pour ces femmes qui ont été victimes de pas mal de choses. C'est absolument formidable. Mais totalement. Franchement, bravo. Bravo pour ce que tu fais. Et tu vois, tout à l'heure, on n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter, mais quand même un petit peu. On parlait encore du concert de Beyoncé. C'est clair. Et je te disais, tu vois, c'est Beyoncé, ok, elle est magnifique, elle est exceptionnelle, etc. Mais je suis moins impressionnée, entre guillemets, depuis que je fais ce métier. Je vais pas forcément être... Enfin, évidemment qu'elle est exceptionnelle, magnifique, on aime Beyoncé. Si tu veux que je te maquille, Beyoncé, je suis là. Le message est passé. On l'adore. Mais si tu veux, je vais être beaucoup moins impressionnée par des célébrités, même Beyoncé. Je vais être impressionnée par sa prestation, mais par elle-même, tu vois, si elle est devant moi, je vais être très contente, etc. Mais je vais pas être comme ça, tremblotante, tu vois. Mais beaucoup plus impressionnée par des gens, par exemple comme toi, par ce parcours vraiment
exceptionnelle. Là, pour le coup, je suis à terre, là. Ça se voit pas, mais je le suis, j'essaie de me tenir. Non, mais bravo, parce qu'en plus, t'es toute jeune. Enfin, c'est incroyable. Voilà, je suis vraiment profondément émue que tu sois plus c'est la vérité. Par toi qui est pas Beyoncé. Franchement, j'ai envie de chanter All the Single Ladies. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est ce parcours-là, il est vraiment. Après, c'est par rapport à ma sensibilité aussi. Hein, je comprends qu'on soit fan de Beyoncé. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que je sais que tu travailles aussi avec beaucoup de célébrités. Est-ce que toi, justement, tu as un petit peu ce sentiment aussi, peut-être parfois d'avoir certaines célébrités que tu adulais ou que tu trouvais vraiment impressionnantes, et finalement quand tu les vois avec du coup leurs craintes, leurs défauts et surtout leur confiance en elles qui sont pas celles que tu penses, tu te dis qu'est-ce que tu te dis justement? Qu'est-ce que tu te dis? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà la réponse en fait. En fait ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des personnes genre Eva Longoria, Laetitia Casta, j'ai travaillé avec John Malkovich. Tu vois, Eva Longoria par contre, waouh! T'as travaillé avec Eva Longoria? Ouais, j'ai même fait une séance de coaching, etc. avec elle. Ouais, c'était... Elle a l'air trop sympa. Elle est sympathique. Elle est sympathique et surtout, elle a de l'humour. Ouais. C'est une fille qui se prend pas au sérieux et ça, c'est génial. Mais en fait, elle l'avait dit une fois. Ouais. Elle avait dit que justement, quand elle était... J'avais adoré sa phrase. Bon, je le dirais moins bien qu'elle, mais elle avait dit que quand elle était plus jeune, c'était pas du tout la plus jolie et que du coup, elle avait eu envie de se rendre sympathique en fait et de gagner un petit peu sur l'humour pour se faire remarquer parce que c'était pas grâce à sa beauté qu'elle allait se faire remarquer. Bon, aujourd'hui, elle a les deux, totalement. Mais du coup, ça se voit qu'elle est trop sympa. Elle a les deux, mais c'est une bosseuse. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment voir la discipline sur soi. Moi, je suis toujours assez... on parlait de Beyoncé, c'est vraiment des femmes, elles ont l'air comme ça, très pas y toucher et tout, alors que c'est des femmes qui s'imposent des choses en termes de discipline sur soi. Ah ouais, de rigueur. Et elle a confiance en elle? Oui. Okay. Eva Longoria, pas de question. La confiance en elle. Après, quand moi je travaille en tant que coach dans des très grosses boîtes, on serait très étonnés, je ne donnerai pas de nom, mais au niveau femme, c'est très étrange, vraiment très étrange de voir. On peut taper très 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 haut en termes de PDG ou de CEO et on se rend compte qu'en fait ces femmes qui ont je sais pas combien de quelquefois de centaines de milliers de personnes qui sont en dessous quoi. Okay. Aucune confiance en soi ou alors de gros problèmes familiaux dans lesquels elles sont complètement enlisées. C'est incroyable et il y a des moments où voilà, tu as envie de leur dire mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que vous pourriez avoir, mais le mot puissance fait toujours peur, tu vois. Ouais. Le mot pouvoir, le mot puissance. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on attend lorsqu'on a confiance en soi. Le mot pouvoir, le mot puissance, c'est comme le marteau, en fait. Tu peux tout casser ou tu peux tout construire. C'est vraiment toi de voir ce que tu veux faire avec cette notion de confiance en toi. Bien sûr, il ne faut pas avoir une... puissance qui va être destructrice, comme une confiance en soi qui va vouloir écraser les autres et montrer que t'es la meilleure, etc. C'est pas ça. En fait, tu me parlais justement des personnalités que j'ai pu rencontrer. J'ai pu rencontrer le pape, j'ai pu rencontrer le Dalai Lama. Quand tu rentres dans l'antichambre, tu vois ce que je veux dire? Déjà, il y a toute une préparation psychologique, préparation mentale, parce que tu vas avoir des paliers où tu vas te rapprocher de plus en plus de ces personnes. Alors je parle du pape François, le nouveau pape, je ne l'ai pas rencontré. Et puis ensuite, tu vas avoir le moment de rencontre. Et là, c'est à la fois un moment de simplicité, mais un moment intense de charisme que tu peux vivre parce que l'autre personne va t'accorder son regard. Va t'accorder en fait son être comme s'il n'y avait que toi qui existais. Et tu vois, la confiance en soi, c'est ça aussi. Tu peux avoir confiance en toi parce que tu as confiance en l'autre. Et l'autre le sent. Et donc, ça demande d'enlever toutes nos angoisses, d'enlever toutes nos peurs, d'enlever un peu de soi qui est tout le temps dans l'autocritique. Moi, j'appelle ça le perroquet négatif, qui nous dit du matin au soir « t'es pas bien, t'es nul ». C'est vraiment faire fermer le bec et se concentrer sur le rapport à l'autre, le don à l'autre. Et ça, tu vois, le pape ou alors le Dalai Lama, j'ai senti ça. C'est comment ces personnes sont capables tout d'un coup de faire de l'espace dans leur cerveau, d'avoir vraiment... de l'espace de cerveau disponible pour t'accorder de leur vie complètement. Et c'était pareil avec Elie Wiesel. La première fois que je suis rentrée pour l'heure de bureau dans le bureau d'Elie Wiesel, il m'a fait asseoir. Moi, j'étais là, tremblante, j'avais 21 ans. Avec t'étais plus jeune, bah oui, t'étais toute jeune. J'allais prendre mes notes. Et puis, il parlait en français. Hein.
Il me dit, racontez-moi. Bon, en fait, je suis là pour me noter, Donc, en fait, tu vois, racontez-moi, je te donne de l'intérêt, c'est toi qui es intéressante. Ça, tu vois, c'est vraiment la confiance en soi. C'est que tout d'un coup, tu as fait de l'espace à l'intérieur de toi pour montrer que tu n'as plus peur de l'altérité. Et ça, je trouve ça d'une grande, grande puissance et d'une grande humilité. Donc, selon toi, la confiance en soi, on l'a par l'autre ? La confiance en soi, on l'a par soi-même. Donc, il y a tout un travail de construction mentale à faire. Il y a tout un travail de savoir exactement où on en est de son chemin de vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, de prendre un tout petit peu de moments de réflexion, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai traversé ? Et comment ce que j'ai traversé m'a permis de devenir ce que je suis là maintenant ? Donc, il y a tout ce travail à faire sur soi pour, d'une certaine manière, ne pas arriver face à l'autre en chantier. Alors, on est tous, comment dirais-je, to be continued. On est tous dans des moments où on se rencontre et on n'est pas complètement, et heureusement, comment dirais-je, avoir confiance en soi, personne n'a confiance en soi tous les jours de sa vie. Mais bien sûr, pas. Bien sûr. Même les plus grands, comme tu veux pas nous dire, t'as dévié ma question, je l'ai vu. Hein. C'est vrai. Non, mais moi, bien entendu. Et puis en plus, comme je suis maman avec 2 enfants, je me pose que des questions, je suis tout le temps angoissée. Mais ce qui me permet en fait d'avoir confiance en moi, et des moments en fait, les gens comprennent pas, mais des moments où je souffle, c'est des moments comme celui que tu m'offres, où tout d'un coup, on s'arrête. Et là, je suis en connexion avec toi, avec les auditeurs, avec les personnes qui nous voient. Et c'est des moments comme ça suspendus parce que c'est des moments de don de soi. Tu t'oublies. Il n'y a plus cette espèce de « qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que je vais être en retard ? Est-ce qu'il faut que je m'occupe de l'anniversaire ?» Et en fait, cette confiance en moi, je me la dois et je te la dois parce que tu me donnes de ton temps de vie. Comme les personnes qui nous écoutent, elles nous donnent de leur temps de vie. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur. Donc, immédiatement, la confiance en soi, elle est là pour dire « mais bien sûr que ça vaut la peine de m'écouter ». C'est ça que je trouve vraiment fascinant. C'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment comme un acte d'amour. La confiance en soi, que l'on se porte à soi, c'est l'amour de soi, mais c'est aussi l'amour de l'autre. Je rejoins totalement ce que tu dis. Et tu vois, quand j'ai commencé ces épisodes de podcast, après on va en venir à notre petit atelier, parce qu'on est quand même là pour ça et que le temps passe vite, on m'a dit, mais pourquoi tu fais des podcasts ? Ça sert à quoi de faire des podcasts ? Et en fait, j'ai répondu tout simplement, c'est pour moi. Ça me fait du bien. Et c'est vrai que depuis que je fais des podcasts, donc ça fait, maintenant ça fait quelques mois, on est encore au début, on n'est même pas au 10e, on a dit qu'on allait fêter le 10e, et les gens me disent, il s'est passé quelque chose, je te trouve différente. Il y a un truc qui s'est passé en toi, tu es différente. Et c'est vrai. Donc finalement, je me dis, rien que pour ça, j'ai gagné. Je sais pas ce que je gagnerai à la fin, mais en tout cas, ça, c'est déjà un très grand cadeau. Donc merci à tous mes invités et aux personnes qui me disent ça aussi. Bref, on est là pour se coacher. Ça marche. Alors, je suis à toi. C'est parti. On va travailler justement sur cette idée de comment avoir plus confiance en soi, à la fois en tant que soi, c'est-à-dire qu'on va le ressentir, et surtout ça va se voir, parce que c'est ce qu'on veut aussi. Oui, mais on ne veut pas que ça se voit. Alors, c'est si, ce qu'on veut qu'on voit qu'on a confiance en soi. Oui, mais pas comment en fait. Non, voilà. Pas comment, parce que justement, la cuisine, on va le faire avec nos exercices. Donc, déjà, une chose qu'il faut que vous sachiez tous et toutes ici, quand vous prenez la parole en public, il n'y a que 7% que les gens retiennent de ce que vous dites. Ça, je l'ai déjà entendu. Tu l'as déjà entendu, c'est hallucinant. Donc, ça veut dire que tout le reste va être par le non-verbal. Ok, le reste, c'est il faut le retenir sous la forme de 5 piliers de communication. Je vais les noter, ça. C'est bon ? Oui. Alors, premier pilier, posture. Comment tu te tiens ? Là, par exemple, sans bouger. Là, si jamais j'analyse un peu comment tu te tiens, tu es en confiance, tu as le pied qui va être sur la chaise, on a des épaules qui sont plutôt basses, donc tu es plutôt en confiance, les mains, elles sont un peu croisées. Donc là, tu nous donnes quelque chose qui est intéressant en termes de posture, relâché. Bien sûr, on ne va pas se mettre comme ça si on est au bureau. Non. Généralement, ce qu'on aime bien pour commencer, c'est de faire pilier numéro 1, ancrage, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir un minimum de contact avec le sol. Ok, ouais, mais tu vois, moi là, je me sens plus coincée. Alors bien sûr, ça va être plus coincé, mais ça va être entre guillemets plus formel. C'est-à-dire que si tu vas avoir un entretien, si tu dois prendre la parole, etc., là, il vaut mieux s'ancrer. Si tu regardes ce que tu as apprécié, tu sais, lors du gala, quand je me suis insérée alors que j'étais en retard, immédiatement, je me suis ancrée. L'ancrage va te donner aussi confiance en toi parce que ça va te rappeler d'une certaine manière que tu as le sol qui te porte. Oui, c'est vrai que par exemple, si là je me mets face à la caméra et je faisais ma présentation, oui, effectivement, j'aurais été comme ça. Là, c'est sûr. J'aurais pas été bonjour. C'est ça, exactement. Okay. Donc l'ancrage, c'est la façon dont les pieds vont poser au sol.
bien ancré. Et puis ensuite, la posture. Généralement, en termes d'exercice, moi j'aime bien faire un exercice de posture qui va être ce que j'appelle le prince et le pauvre. Alors le prince ou la princesse, il faut qu'elle ait les épaules très en arrière, le menton très haut, un air très snob. Donc ça, en fait, on va tirer la colonne vers l'arrière. Donc ça, tu vois, l'ancrage que tu montres en haut du corps, c'est le côté princesse, c'est trop. Beaucoup trop. Les gens, ils te voient comme ça, ils te disent « Ah ouais, elle se prend vraiment pour Beyoncé. » Exactement, un coq. Après, tu changes la forme, on va dire, du corps en termes postural et tu vas travailler sur le côté pauvre. Donc le côté pauvre, ça va être au contraire relâché, presque bossu, les épaules qui pendent. Et petit à petit, en fermant les yeux, tu peux venir jouer sur l'empilement des vertèbres, une par une, jusqu'à travailler le couronnement de la tête comme un bilboquet. Tu peux pousser la tête vers le haut. Je ne vais pas dire la tête en arrière, juste pousser la tête vers le haut. Et là, tu peux ouvrir. Et là, tu vois, là, c'est parfait. C'est ni princesse, ni pauvresse. C'est vraiment quelque chose qui va être une tenue que tu peux tenir longtemps d'ailleurs. Donc ça, tu vois, à la fois, tu montres une confiance en toi et tu es bien aligné dans ton corps. Mieux que tout à l'heure ? Ouais. Tu vois la différence ? Tu regarderas à l'image. Tu regarderas à l'image. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pilier 1, l'ancrage. Beyoncé. C'est clair. Donc, pilier 1, ancrage. Pilier numéro 2, bien sûr, gestuel. Avec la question, qu'est-ce que je fais de mes mains ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait de ses mains ? Alors, mais surtout qu'on a peur qu'on croit... Enfin, on ne sait pas quoi en faire. Même ses bras, en fait. Tes bras, tes mains, limite, s'ils ne te gênent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Alors ça, c'est terrible parce que lorsque on doit prendre la parole en public, par exemple, tu as des personnes qui essayent par tous les moyens de cacher les mains. Dans les poches, ou alors les mains croisées devant. Moi, j'appelle ça la position nudiste. Donc, les mains croisées devant, les mains croisées derrière, tu vois, genre en revue de troupe. Oui, tu sais, comme si tu étais général. Ok. Il passe comme ça. Non, sinon, les filles, c'est beaucoup les cheveux. Ah ouais, t'as les cheveux qui vont être tripotés, les bagues, les boucles d'oreilles et tout. Alors, c'est pour ça que j'aime bien les fiches, parce que tu vois, je les lis pas, mais tu vois, Voilà, mais je sais. Malgré tout, moi, ça anime. Moi, j'ai déjà vu des gens qui prenaient des lunettes qui n'étaient pas à eux, et prenaient une zapette alors qu'ils n'avaient pas je te jure, de PowerPoint, mais au moins, ils arrivaient avec quelque chose dans les mains. Oui, mais je peux comprendre. Voilà. Donc, en fait, les mains, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 12 ans, notre gestuelle est en apprentissage. Donc, à l'âge de 12 ans, notre gestuelle se solidifie. On n'apprend plus de nouveaux gestes, à moins qu'on doive visiter un pays comme l'Inde, où là, on va devoir travailler, tu vois, des gestes vraiment obligatoires. Mais à partir de 12 ans, normalement, la gestuelle ne bouge plus. Et on rentre chacun dans une catégorie de gestes qui est très spéciale. Alors, je vais vous donner les 5 catégories de gestes. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont faire des gestes qu'on appelle les gestes cadrans. Donc, le geste cadrant, c'est l'arrêt de la main et on va venir séparer des espaces juste devant soi. Je t'ai dit que c'était comme ça doit être comme ça et pas autrement. Donc le côté cadran, il est vraiment très dirigiste, d'accord. Par exemple, pour la semaine prochaine, Abigail, tu me feras une synthèse de ce qu'on a vu. Là, on comprend que la synthèse, elle doit être très structurée, un plan, machin. D'autres personnes... Tu m'as mis un stress, là. Quand tu m'as demandé la synthèse, j'ai eu un petit... Merde, mais quelle synthèse. Je me suis ressentie en compta, tu vois, dans mes années de compta, là, Voilà, là, directement, bam. L'autre catégorie, donc j'ai dit cadran, l'autre catégorie, c'est le pointeur. Pour la semaine prochaine, Abigail, tu me feras une synthèse. Donc là, le pointeur doigt, on va l'oublier parce que c'est très agressif. On préfère, quand on doit montrer une personne, paume de main vers le haut ou alors sur soi. Ok. Troisième catégorie de gestes, les pictographes. C'est des mini-gestes, pouce-index, troisième doigt, etc. Donc ça, c'est lorsqu'on veut être très analytique, quand on veut rentrer dans le détail. Pour la semaine prochaine, Abigail, tu me feras une synthèse de ce qu'on a vu. Donc là, tu comprends que la synthèse, elle doit faire 10 pages. Ok. L'inverse du pictographe, c'est l'idéographe. Donc ça, c'est des gestes très amples. On va vraiment se focaliser sur le concept, une idée. D'accord ? Attention, un geste vaut toujours par rapport à des mimiques faciales. Par exemple, pour la semaine prochaine, Abigail, tu me feras une synthèse. Tu sais qui nous demande une synthèse ? C'est Guilla. Donc, et là, tu vois tout le visage qui décrédibilise. La synthèse, elle va faire quoi ? Un paragraphe ? C'est Guilla, quoi. Donc là, tu vois, hop, tu as vraiment tout un travail où tu vas montrer un côté conceptuel avec les mains. C'est hyper intéressant déjà parce que toi, tu le fais de façon instinctive, mais ton visage change. Bien sûr. Vraiment. Bon, c'est le côté comédien qui ressort, c'est ouf. Je trouve ça incroyable. Allez, dernière petite catégorie de gestes, le geste kinétographe. Alors, le kinétographe, je suis sûre que vous avez des amis comme ça. C'est les gens qui miment ce qu'ils disent.
Okay, on a été à la mer, il y avait des palmiers, c'était trop top. Donc, tu as des gens comme ça, ils miment ce qu'ils disent. Donc, bon, ils sont assez intenses. Par contre, un geste kinétographe bien placé, ça permet de renforcer en fait le pourcentage de retenue, de mémorisation. Par exemple, pour la semaine prochaine, tu me feras une synthèse, hein, Abigail. Donc là, hop, immédiatement, c'est comme si je surlignais en jaune fluo dans ton cerveau. Et là, immédiatement, tu dis, ah ouais, elle veut un truc hyper ramassé en fait. Donc tu vois, selon la gestuelle, je fais pas comprendre la même chose. C'est vrai ce que tu dis. Et tu fais pas ressentir la même chose. Moi, je n'ai pas ressenti la même chose à chaque fois que tu me l'as demandé. Exactement. J'ai ressenti du stress, parfois de l'appréhension. Parfois, je me disais, ouais, j'ai envie de lui faire sa synthèse. Je sais pas sur quoi, mais je vais la faire. Excellent. Non, mais c'est intéressant. Donc vraiment, c'est des choses qui sont assez intéressantes avec la question de qu'est-ce que je fais de mes mains. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous preniez et que vous osiez le moment de pouvoir vous filmer. Quand vous faites une présentation pro, alors là, vous allez voir vraiment un côté très rigide. Et quand une autre vidéo, quand vous parlez de quelque chose que vous aimez, un hobby ou un film qui vous transporte, une série, et là, vous allez voir, mais en fait, les mains et les bras, ils bougent normalement, en fait. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ah, ok, ma gestuelle, elle est plutôt catégorie cadran, pointeur, idéographe, pictographe ou kinétographe. Et à partir de là, vous allez voir comment vous voulez diversifier les choses. Okay. Donc ça, c'est très facile. Allez, troisième pilier, le regard. Ça, la confiance en soi, on va l'avoir tout de suite avec le regard. Oui, c'est vrai. Alors, les lois du regard, très rapidement, tout va dépendre de ce que vous ressentez de l'interlocuteur. Il y a des interlocuteurs qui vont accepter de se laisser regarder, d'autres moins. Oui. Moi, je sais que mon nom de famille, c'est Kessous. Donc, j'ai mon papa, il est du Maroc. Et je sais que du côté Moyen-Orient, il ne faut pas trop les chercher trop longtemps dans les yeux. Hein, parce que sinon, j'ai on sent une déclaration de guerre. À niveau asiatique, pour montrer du respect, on ne regarde pas dans les yeux. Donc, vous effrayez pas, en fait. Si jamais vous avez une personne de culture asiatique qui immédiatement va détourner le regard, elle n'a rien à cacher, c'est juste qu'elle vous montre du respect. Sinon, Europe, États-Unis, ça va être vraiment bien droit dans les yeux. Après, ça dépend de la sensibilité. Tu parlais d'hypersensibilité, pour que l'autre personne ne se sente pas que ce soit trop intrusif. Oui. Sinon, après, quand on est dans une table en U jusqu'à 10-15 personnes, alors l'idée, c'est de ne jamais regarder plus d'1 seconde et demie dans les yeux. Ça va très vite, 1 seconde et demie. C'est rien. C'est rien. Mais il faut que la personne se sente regarder et ensuite, vous pouvez regarder quelqu'un d'autre. Donc là, je te regarde plus. C'est ça. Je te vois, je te vois plus. Je te vois. Exactement. Alors, le problème, c'est que quelquefois, quand vous avez des mots qui vous échappent, quelquefois, les yeux sans regarder l'autre, ils vont commencer à les chercher et vous fixer une personne. Dès que vous fixez une personne plus de 2 secondes, comment dirais-je ? Il y a un petit feeling. L'autre personne va vous regarder en disant « Ah, mais elle flirte, en fait. » 2 secondes déjà, en fait, ça, c'est assez pour isoler une personne par rapport au reste d'un groupe. Donc, faites très gaffe. Moi qui suis formatrice, en fait, on voit que j'ai confiance en moi par l'égalité que je donne en termes de regard. Alors, bien sûr, c'est pas une égalité 1 seconde et demie, 1 seconde et demie. Oui, c'est ça. La fille, elle va... Non, il faut que vous soyez justement vraiment travailler la maîtrise, c'est-à-dire regarder une fois, droite, gauche, etc., pour vérifier que tout le monde suit, et ça doit rentrer, les yeux doivent rentrer dans les yeux de l'autre et ensuite partir. Avec cette idée, est-ce que c'est clair, est-ce qu'on a besoin de moi, tac, vraiment tout le temps à l'affût, parce que sinon c'est assez compliqué. Donc c'est en termes de confiance en soi, le regard est très important. Inutile de parler du digital, parce que le digital, si vous n'avez pas une conscience de la caméra, c'est même pas la peine. Vraiment, le digital, pour toutes les personnes qui doivent prendre la parole et montrer une confiance en soi dans le digital, arrêtez de leur montrer la racine des cheveux avec votre front en regardant les vignettes, quoi. C'est vraiment un regard haut, regard caméra. Et puis on termine les 2 derniers piliers, donc ancrage, gestuel, regard. Les 2 derniers piliers, c'est voix et silence. Alors la voix, comment on peut la qualifier ? Elle peut être haute, aiguë, grave, nasale, gutturale. Elle peut chouiner, elle peut vovoter. Il peut y avoir des E. Ah, les E. Moi, je dis beaucoup de E. C'est vrai ? Mais je me rendais pas compte et maintenant que je m'écoute, je dis beaucoup. Mais c'est horrible. Alors je te donne un truc contre les E. Dis-moi. Okay ? Dès que tu commences à faire un E, tu vas te rendre compte, t'es en inspiration ou en expiration ? Expiration ? Bah, bien sûr. Donc à chaque fois... non, je veux pas être cette personne qui fait... Non, c'est pas par la bouche. Non, c'est par le nez. En fait, à chaque fois que tu vas faire un E, bonjour Abigail, bonjour Abigail, tu vois, ça va être par le nez. Tu remplaces par une inspi. Ça, c'est une des possibilités. Sinon, et ça tu vas le reconnaître parce que tous les politiques le font. Sinon, il y a la méthode body jumping. Qu'est-ce que c'est que la méthode body jumping ? Parce que tu coaches des politiques aussi. Ouais. Oh oui, pas des moindres. Donc, la méthode body jumping, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu sais pas exactement ce que tu vas dire.
Par exemple, bonjour, je suis ravie de pouvoir vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Donc tu vas faire bonjour, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Le body jumping, en fait, ça te permet de redire le mot que tu viens de quitter. Bonjour, bonjour. Je suis ravie, absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Okay. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vas quitter un mot et plutôt que de faire la petite musique d'ascenseur, le temps de trouver ton étage, c'est hop, tu viens de quitter un mot, tu redis le mot avec plus d'énergie. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement, mais c'est très puissant. Ça te permet de te relancer, en fait. Je vais essayer. Je te donne un exemple tout simple. Tu l'as fait. Comment dire par rapport à cette question, donc là, inspiration. Comment dire par rapport à cette question. Donc tu vois, tu vas donner l'énergie en revenant sur ce que tu viens de quitter et relancer. Pour ça, en termes de confiance en soi, il faut assumer le fait que je ne sais pas exactement ce que je vais dire après, mais ce n'est pas grave parce que je sais que j'ai assez confiance en moi pour pouvoir trouver l'énergie. L'énergie, je l'ai. Il faut juste qu'on sente que l'énergie, elle est là. Et ensuite, le silence, très très important comme pilier de la communication, parce que c'est par le silence qu'on entend les bons orateurs. Le silence, c'est un peu comme, tu vois, le blanc dans une page dactylographiée. Quand tu reçois une page qui est tapée, tu vois qu'il y a des paragraphes, ça se déligne. Tu vois, donc à la vue, tu sais exactement... C'est plus aéré. Exactement, tu sais exactement, en fait, la réflexion de l'auteur. Et c'est pareil à l'oral, c'est-à-dire que c'est les silences qui vont te donner une idée de là où l'orateur veut aller, avec une vraie mélodie. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder tout le temps la voix en l'air. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Alors, mon invité, et comme à chaque fois j'ai la voix en haut, voilà. Généralement, et voilà. Donc, il faut vraiment bien préparer avec une voix qui se ferme. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Voici mon invité. T'entends bien? Là. Je ferme la voix. C'est vraiment ça qui va vous donner une idée de confiance en soi. Donc, c'est ancrage, gestuel, regard, voix, silence. Alors, comment est-ce qu'on peut pratiquer chez soi? Il suffit de pouvoir se filmer avec un téléphone portable. On se filme sur 2 minutes de pitch. Ça peut être un pitch pro, un pitch perso, mais le mieux, c'est pro. Et ensuite, une fois qu'on a terminé de se filmer, on va regarder la vidéo en fermant le son, donc que le corps. Et on va essayer de voir comment je suis au niveau de l'ancrage. Je me donne entre 0 et 5. Comment je suis au niveau des mains, au niveau gestuel, je me donne de 0 à 5. Comment je suis au niveau du regard, est-ce que je regarde caméra ou alors est-ce que ça a flotté tout le temps? 0 à 5. Donc on estime les 3 premiers piliers par la vidéo sans le son. Et ensuite, on retourne le téléphone portable et on fait que écouter la voix. Silence. Exactement, voix, silence. Déjà, vous allez voir, quelquefois, les personnes sont encore plus étonnées d'entendre leur voix. Tu disais justement la cruauté d'oser entendre qu'on fait des E. Tu vois? Totalement. Donc déjà, se découvrir en tant que voix, c'est énorme. Puis j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais moi, je supporte pas de me voir, je supporte pas de voir mon visage quand je suis en vidéo. » Je leur dis « mais attendez, partagez la douleur que vous imposez aux autres, parce que vous leur montrez quelque chose que vous détestez tout le temps. » C'est vrai ce que Donc, tu dis. Ils savent Forcément, mieux à quoi vous ressemblez que vous-même. Donc la moindre des choses, bien sûr. Si tu n'es pas convaincu par toi-même, ce que tu dis et ce que tu es, c'est sûr que tu ne vas pas réussir à convaincre les autres. Et alors généralement, il y a 3 phases. Quand on revoit sa vidéo, c'est « qu'est-ce que j'ai vieilli ? Qu'est-ce que j'ai grossi ?» Et puis la 3e phase, c'est « finalement, je ne suis pas si mal. » Et quand vous êtes arrivé au « finalement, je ne suis pas si mal », là, ça y est, vous allez pouvoir commencer votre communication. Je me suis dit ça la semaine dernière. Et ça y est. La confiance, gagne la confiance, Abigail, je te dis. Mais du coup, tu sais que je m'appelle Abigail, mais tu m'appelles Abigail et je préfère Abigail que Abigail. Donc on continue de m'appeler Abigail. Ça marche. Non, je trouve ça style, ça fait un peu... Style. Ça fait American. Donc là, en fait, alors, une petite question, juste qu'on comprenne bien. Là, les piliers que tu nous as donnés, c'est des piliers pour la prise de parole ou des piliers en général pour montrer une certaine confiance en soi quand on n'en a pas forcément? Les deux. Vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a pilier prise de parole. Après, il y a tout un travail de structuration du discours qu'il faut apprendre. Donc là, j'ai parlé que du non-verbal. Normalement, après, il y a tout un travail sur le verbal et savoir comment structurer ce verbal pour vraiment impacter ou pour convaincre. Ouais. Et après, pour la confiance en soi, vraiment en termes de non-verbal, alors j'aime beaucoup une phrase qui est dite par Amy Cuddy. C'est U-D-D-Y. Je vous conseille vivement de regarder son TEDx. Il est excellent. Amy Cuddy. Et elle dit « Fake it till you make it ». Fake it till you make it. C'est-à-dire, faites semblant jusqu'à ce que
que ça vienne. Ça devienne naturel. Et la confiance en soi, c'est ça aussi qui marche. C'est-à-dire, voilà, je vais rencontrer un tel, j'ai pas du tout confiance, comment est-ce que je vais faire ? Et ben en fait, si jamais je m'impose les petits exercices que je vous ai dit, les 5 piliers, etc., ben le corps va montrer quelque chose. Et parce que le corps montre, ben l'intellect va suivre. Il faut pas imaginer que c'est tout le temps le cerveau qui domine le corps. Pas du tout. D'ailleurs, on l'a même prouvé au niveau hormonal. C'est les postures corporelles qui vont influer sur le cerveau. Par exemple, Amy Cuddy, elle a fait ce qu'on appelle les power positions. Donc, elle montre les positions de pouvoir et elle a montré qu'avant un entretien ou avant un examen, si on reste dans des postures de pouvoir, des power positions, on a, je crois, 80% de plus de chances de réussir que si jamais on donne l'information au cerveau d'être recroquevillé sur ses notes pour relire son CV tout le temps. Donc ça, et on le voit au niveau de l'hormone du cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, et puis l'hormone de la sérotonine aussi, l'hormone de la sérénité. Donc ça, c'est des choses importantes parce que la confiance en soi, ça s'apprend à partir du moment où on se dit, OK, à l'intérieur, je doute. À l'intérieur, je sais que je suis mauvaise en prise de parole, eh ben, le corps va faire en sorte de m'aider. Le corps, ça peut être vraiment un allié très, très précieux. Moi, le nombre de fois où je coach les gens, et quand ils ont terminé de prendre la parole, ils viennent me voir et me dire « C'était nul, c'était nul, je me suis sentie... » Et les gens, en fait, viennent féliciter la personne en disant « Mais c'était super !» Et quand c'est comme ça, je dis vraiment aux personnes « Je suis désolée, vous étiez bien, quoi. » Donc, je sais que ça vous déçoit un peu. Surtout pour des personnes qui sont très négatives. Il y a des gens, en fait, qui anticipent l'échec pour se donner raison. Oui, totalement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un vrai manque de confiance en soi. Moi, je le vois dans le maquillage aussi. C'est terrible. C'est ce qu'on disait dans l'épisode juste avant avec Tom. Il me disait, tu vois, quand il maquille, parce que lui, il maquille des célébrités et aussi des gens normaux. Et il me disait que justement, il voulait justement rester avec ça. J'ai dit 3 fois justement. Je sais que tu es en train de m'analyser. Là, je stresse, je bafouille. Mais non, le radar, il n'est pas tout le temps on, ma belle. Et attends, pourquoi je disais ça ? Par rapport justement à ces personnes qui se... Oui, il disait qu'en fait, à chaque fois... C'est ça. Il disait qu'à chaque fois, il leur dit, par exemple, comment je vous maquille, qu'est-ce qui vous plairait ? Et qu'en fait, les personnes déballent tous leurs défauts. J'ai des cernes, j'ai des rides, j'ai des paupières... Non, mais je vous ai juste demandé... vous avez forcément plein d'atouts, en fait, dans votre visage. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Mais est-ce que peut-être c'est pas aussi une sorte de pudeur ? Parce qu'en fait, le fait de... J'ai l'impression que les gens aussi ont peur d'être jugés en disant qu'ils ont confiance en eux. Ce qui est terrible quand on prend la parole en public ou alors quand on demande à quelqu'un d'avoir confiance en soi, c'est surtout cette peur d'être regardé par l'autre. Parce que les yeux de l'autre, c'est comme des pistolets. Ça juge, ça a un potentiel d'humiliation, ça critique, etc. Mais moi, je dis toujours, pour la prise de parole en public ou la confiance en soi, c'est réciproque. Arrêtez de penser que vous êtes une victime passive du regard voyeur de l'autre. Non, c'est vous qui voyez autant que vous êtes vu. Alors autant vous concentrer, vraiment faire un switch, et autant vous concentrer sur l'acte de don plutôt que de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui est de l'ordre de la réception. Et tu as raison, quelquefois les gens, c'est par pudeur qu'ils n'osent pas dire finalement j'étais bien ou ça va bien se passer. Moi, je leur dis toujours, c'est une faute professionnelle que l'autocritique. Quand on est dans des phases de prise de parole, ils me regardent, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un petit peu comme ce chirurgien cardiaque qui, la veille d'une grosse intervention chirurgicale, il a fêté son anniversaire, il a pris un petit coup de champ. Le lendemain matin, il met son habit de chirurgien, il met les gants, il fait « C'est quoi ? Je crois que j'ai mal digéré. J'ai des aigreurs. Mais regarde, je tremble un peu. Je crois que ça va pas le faire. » Tu crois que le pauvre type qui est allongé, il va passer un bon quart d'heure. Quand il entre dans une opération, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc vous pouvez vous trouver nul avant, vous pouvez vous trouver nul après, mais quand vous devez faire montre de confiance en soi, quand vous devez prendre la parole en public, en fait, il n'y a plus ce retour sur soi. Parce que les gens ne sont pas là pour vous voir en psychothérapie. Il y a beaucoup de personnes, ils sont odieux quand ils prennent la parole parce qu'ils détestent ça. Et donc du coup, ils font subir au pauvre public le fait qu'eux détestent la prise de parole. Et surtout que le public, lui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il ne va pas essayer de juger « Ah ouais, la pauvre, elle a des problèmes de prise de parole ». Non, elle va dire « Ah, ce qu'elle dit n'est pas aligné avec ce qu'elle pense ». Donc eux, ils pensent que c'est au niveau de ce que vous avez à dire, pas de ce que vous êtes. Et donc ça, c'est absolument terrible. Donc vraiment, essayer de trouver une façon de se quitter, de quitter le perroquet négatif, de quitter l'autocritique. Parce que l'autocritique, je sais que ça semble fou, parce que les personnes savent où appuyer pour se faire bien mal, mais l'autocritique, c'est encore une façon de rester avec son meilleur ami soi-même. C'est-à-dire rester dans quelque chose qu'on connaît.
On préfère se faire du mal plutôt que de juste lâcher en disant mais c'est l'inconnu. En fait, là, je sais pas du tout, et c'est pas grave. Et je sais pas si vous allez m'aimer, je sais pas si vous allez pas m'aimer, mais c'est pas une question. Moi, ce que je veux, c'est donner. Et donner au mieux. Et si ça marche pas, je dirais je m'excuse, comment est-ce que je peux rétablir? Donc tu vois, il y a toujours cette possibilité-là. Moi, je dis que quand on prend la parole, ce qu'il y a de plus bruyant, ça devrait être le silence de l'autre. Toi, par exemple, il y a plein de choses, entre guillemets, qui crient, qui m'expliquent par rapport à ta posture, par rapport au visage. Tu vois, là, le visage, il est un tout petit peu penché. Et quand le visage est un peu penché, c'est un peu la tête que vous faites devant des petits chatons Instagram. Oh! Donc là, on est un peu dans le côté empathique, tu vois. Donc tout ça, c'est beaucoup plus criant, parlant, que de me concentrer à faire des belles phrases. Tu les vois, les gens qui ont hyper confiance en eux. Alors eux, ils sont carrément autistes. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une bulle où en fait ils sont coupés de l'autre, tu vois les yeux un peu révulsés et ils s'entendent faire des belles phrases. C'est pas ce qu'on cherche. Mais tu penses que c'est vrai? Tu penses, toi qui as rencontré des grandes célébrités ou pas, enfin, parce que le pape, oui, c'est une célébrité au final. Hein. Bah ouais. Peut-être pas du showbiz, mais c'est une célébrité. Est-ce que du coup t'es peut-être moins impressionné aussi par les gens en général? Parce que quand tu vois que ces gens-là ont aussi leurs faiblesses, est-ce que quand tu vois d'autres gens, tu te dis pas, qui ont vachement confiance en eux, tu te dis pas... voilà quoi, finalement il a pas l'air si exceptionnel que ce qu'il nous montre quoi. Ça dépend, tu vois des gens comme John Malkovich, c'est des personnes tellement énormes. Puis j'ai rencontré des Kevin Costner, Antonio Banderas, enfin des gens. T'as rencontré vraiment... Antonio Banderas. Oh là là. Aïe. Bon bref, tu vois, et c'est des personnes qui sont, enfin quand t'as la chance de pouvoir réussir à les contacter quoi, ils sont très accessibles, ils sont très, vraiment très. Parce que c'est toi qui les aides en fait. Ouais, très touchants. Et du coup, c'est vrai que bon, tu vois, des personnes comme Laetitia Casta et tout, ils ont un certain ego. Mais non, moi, ça m'a jamais fait l'effet de me dire finalement, les autres, tu vois, ils peuvent avoir moins de problèmes. Non, moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment ces personnes qui ont vécu des traumatismes terribles et qui te racontent leur histoire et qui doivent être entendues et qui ne trouvent pas de médias pour pouvoir être entendues, tu vois, par rapport à des Beyoncé ou alors des personnes qui... C'est limite plus ça qui va t'impressionner, ouais, c'est l'évolution qui vont... par exemple, un livre, mais bon, encore une fois, c'est... on laisse tomber tout ce qui va être trop au cœur sensible. Mais un livre comme Ma mère m'a tué, qui est un livre qui a été écrit par Albert Nsengimana. Donc j'ai eu la chance d'en enregistrer la version audio. Et donc Albert Nsengimana, c'est un survivant du génocide du Rwanda. Et sa mère était Hutu, son père Tutsi. Et il avait, je sais pas, 7 ou 8 frères et sœurs. Et la mère a amené à se faire exécuter le père, toute la famille et lui. Donc tu vois, des personnes comme ça, tu lis le truc... Tu fais exactement la tête là. Tu m'as coupé le ventre là. Mais je te dis, terrible. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, on vit dans un monde qui est d'une violence absolue. Donc la seule chose, d'une certaine manière, qu'il nous faut en termes de mission, c'est de savoir se préserver et comment mieux préserver les autres. Et moi, c'est ce que je dis toujours lorsque je prends la parole en tant que coach. Je dis, bien sûr, vous allez savoir comment gérer passivité, agressivité, manipulation. Moi, c'est ce qu'on me demande le plus en termes de stratégie de comportement d'obstruction. Comment est-ce qu'on gère passivité, agressivité, manipulation, comment dire non, etc. Je dis, oui, bien sûr, vous allez apprendre les techniques. Mais avant tout, c'est pour vous préserver, vous. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut jamais présupposer de la santé mentale des personnes que vous avez autour de vous. Jamais. Même la sienne, d'ailleurs. Tu vois, on est tous sur un fil. C'est très compliqué de pouvoir essayer d'avancer en se disant « Ok, comment je peux faire pour avoir une vraie confiance en moi ?» mais sans empiéter sur la confiance en lui ou elle de la personne qui est face à moi, tu vois. Donc, il faut qu'on sente que la personne a la confiance, mais pas dans une volonté d'écrasement de l'autre, mais dans une vraie volonté d'interdépendance. Tu vois, il y a une expression de William Horry que j'aime beaucoup, c'est « Il faut être d'accord de ne pas l'être ». Ok, tu vois bien. Ouais. C'est beau, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas être ensemble en train de discuter, en train d'être d'accord de ne pas l'être. Et ça vient de 2 confiances en soi qui sont très solides, qui campent sur leur position, mais qui sont quand même d'accord pour rester en lien et pour pouvoir faire en sorte de créer quelque chose ensemble. C'est peut-être ça aussi le vivre ensemble. Bravo Guilla. Je t'avais dit, ça passait très vite. Trop. C'est presque terminé. Trop. Je termine toujours par le meilleur conseil que l'invité puisse donner aux personnes, même si tu nous en as honnêtement donné énormément des conseils, mais peut-être en une phrase pour terminer. Alors, soit tu peux t'adresser à moi, soit à la caméra pour montrer à quel point tu sais t'adresser à une caméra. Ça fait très Franck Dubosc, public. C'est à toi. C'est à moi. Eh bien, la confiance en soi que je voudrais que vous ayez tous, elle doit être basée sur une meilleure connaissance de soi-même. Donc, prendre le temps, j'ai pas dit perdre le temps, mais prendre le temps de déjà s'accorder un peu de temps pour essayer
de mieux se constituer, j'allais dire, en termes de pyramide de soi. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire? Et essayer de voir éventuellement des frictions par rapport au travail que vous faites ou par rapport au vécu familial. Donc une fois qu'on a une meilleure confiance en soi avec une base de connaissance de soi, là, essayer de pouvoir se présenter et aller vers les autres dans un acte de don qui va être un acte vraiment beaucoup plus focalisé sur l'autre personne, dans la découverte de l'autre personne, plutôt que sur l'autocritique, je suis nulle, je mérite pas, il va voir que, elle va voir que non. Vraiment, c'est essayer de quitter, puisque maintenant que vous avez fait le travail sur la connaissance de vous-même, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez ce qui ne changera pas après cette rencontre avec l'autre, et ensuite se tourner vers l'autre, qui lui aussi a confiance en lui, et c'est tant mieux pour que vous puissiez commencer à faire un pas de deux ensemble, marcher ensemble dans la même direction. Bravo Guila. Normalement, je dis toujours comment on te retrouve. Alors, tu m'avais dit que tu n'as pas de réseaux sociaux, tu es invisible. Est-ce que tu peux me redire juste la phrase que tu m'avais dit, parce que impossible de m'en souvenir. J'ai adoré. Alors, je dis toujours, on me trouve quand on ne me cherche pas. Ok, bon, moi je suis venue te chercher quand même, mais c'est toi qui m'as proposé qu'on fasse un podcast ensemble. C'est vrai. Donc du coup, on te retrouve comment? Écoutez, il suffit si on a envie de se faire coacher, il suffit de pouvoir mettre mon nom et puis à force de tu es chercher, assez connue, on c'est assez facilement. Je suis pas très connue, mais c'est vrai que je suis pas sur les réseaux sociaux et c'est un choix parce que les personnes que je suis veulent vraiment rester très confidentielles et donc du coup c'est surtout par le bouche à oreille ou par des personnes comme toi qui tout d'un coup match et me permettre de pouvoir m'exprimer sur ces différentes passions que j'ai. Donc merci à toi, Abigail. Merci Guila. Non, j'aimais bien Abigail. C'était top. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Vous le verrez dans les prochains épisodes si je suis mieux ou pas. Je suis mieux. Allez, coupé. Moi, mon mari, j'ai de la chance parce que